3 questions, aucune réponse définitive. Êtes-vous réellement un être de chair et de sang? Votre conscience est-elle le produit d'un cerveau biologique ou d'une simulation numérique? Et dans un univers qui se terminera dans un murmure plutôt que dans une explosion, quelle place occupez-vous vraiment? Ces questions ne sont pas philosophiques dans le sens où elles seraient abstraites ou sans conséquence. Elles sont au cœur des débats les plus sérieux de la physique, de la cosmologie et des neurosciences actuelles. Des chercheurs d'Oxford, de Princeton, de Caltech et du MIT consacrent leur carrière à les résoudre. Et pour l'instant, aucun consensus. Dans cette vidéo, nous allons traverser 13 des mystères les plus profonds que la science ait jamais rencontrés. La simulation, la conscience, le libre arbitre, la mécanique quantique, la théorie du tout, le principe anthropique, la nature du temps et la fin de l'univers. Certaines de ces questions ont des réponses partielles. D'autres questions, en revanche, n'en ont absolument aucune. Et toutes révèlent quelque chose d'essentiel sur les limites de ce que l'esprit humain peut comprendre. En 2003, un philosophe de l'université d'Oxford, nommé Nick Bostrom, a publié un article qui allait devenir l'un des textes les plus discutés de la philosophie analytique contemporaine. Son titre, « Are you living in a computer simulation ?» Sa conclusion, si des civilisations technologiquement avancées peuvent créer des simulations peuplées d'êtres conscients, alors l'une de 3 affirmations est nécessairement vraie. Jugez par vous-même. La première, toutes les civilisations intelligentes disparaissent systématiquement avant d'atteindre le niveau technologique nécessaire pour être en mesure de créer de telles simulations complexes. La deuxième, toutes les civilisations capables de les créer choisissent de ne pas le faire. Par éthique, par manque d'intérêt ou par manque de ressources. La troisième, si des simulations conscientes sont créées, elles sont nécessairement bien plus nombreuses que les êtres réels, ce qui signifie que la probabilité que vous soyez un être simulé est écrasante. Ce raisonnement est connu sous le nom de la trilemme de Bostrom, et il est redoutablement logique. Si vous admettez que des simulations conscientes sont possibles et que des civilisations suffisamment avancées les créeraient effectivement, alors la troisième hypothèse devient presque inévitable. Parce que dans ce scénario, pour chaque civilisation réelle, il pourrait exister des milliards de simulations. La probabilité d'être dans la réalité de base devient infinitésimale. Ce qui rend cette hypothèse troublante, c'est son caractère non réfutable dans l'état actuel de la science. Par définition, une simulation parfaite est indiscernable de la réalité. Si les lois physiques que nous observons sont les lois de la simulation, nous n'avons aucun moyen de les distinguer des lois d'un univers réel. C'est ce que Descartes avait anticipé en 1641 avec son démon trompeur. Comment distinguer une réalité vraie d'une illusion parfaite? Des personnalités comme Neil deGrasse Tyson, David Chalmers ou Elon Musk estiment à environ 50% la probabilité que nous vivions dans une simulation. Ce chiffre n'est pas basé sur une mesure directe. C'est une estimation de vraisemblance basée sur le raisonnement de Bostrom. Et il est remarquable que des physiciens et des philosophes sérieux prennent cette hypothèse au sérieux. Mais voici le paradoxe le plus frappant. Beaucoup de personnes acceptent intellectuellement que des simulations conscientes seront un jour créées, peut-être dans quelques siècles, mais rejettent viscéralement l'idée que leur propre esprit pourrait être simulé. C'est psychologiquement compréhensible. Mais c'est logiquement incohérent. Si vous admettez que des esprits simulés peuvent exister, vous devez admettre que le vôtre pourrait en être un. Si un jour l'humanité crée des êtres conscients incapables de détecter leur caractère simulé, nous aurons la certitude que la troisième hypothèse de Bostrom est vraie. Et nous n'aurons toujours aucun moyen de savoir si nous sommes les premiers à simuler des consciences, ou si nous sommes au niveau -1000 par rapport à la réalité de base. Une simulation dans une simulation dans une simulation. Indéfiniment. La question de la simulation est directement liée à une autre. Avez-vous vraiment le contrôle de vos décisions? Une étude menée par une équipe de l'Université de Queensland a produit un résultat qui a secoué les neurosciences. En plaçant des participants dans un IRM pendant qu'ils choisissaient entre 2 images, les chercheurs ont découvert que l'activité cérébrale révélant leur choix était détectable jusqu'à 11 secondes avant que les participants ne prennent conscience de leur décision. 11 secondes. C'est une éternité en termes neuro. Votre cerveau a décidé bien avant que vous n'ayez l'impression de choisir. Ces résultats font écho à une étude antérieure, celle de Benjamin Libet en 1983, qui avait montré que certains processus de décision se produisaient quelques centaines de millisecondes avant l'action consciente. Les études modernes étendent ce délai de façon spectaculaire, ce qui soulève une question fondamentale.
Si votre cerveau prend des décisions avant que vous en ayez conscience, qui décide vraiment? Qui est là? Est-ce vous? Ou êtes-vous simplement le témoin conscient de décisions que votre cerveau a déjà prises? Ces études ne prouvent pas que le libre arbitre n'existe pas. Elles sont précises. Ces études ne prouvent pas que le libre arbitre n'existe pas. Elles questionnent son origine. Elles montrent que la prise de décision implique des processus non conscients qui précèdent la conscience du choix. Il est possible que la conscience joue un rôle dans l'initiation ou l'inhibition d'action, même si elle n'est pas le premier point de la chaîne causale. L'élan s'interrompt ici. La question reste ouverte, mais elle est moins confortable qu'elle ne l'était avant ces expériences, ce qui nous amène au cœur du problème, la conscience elle-même. Dès l'Antiquité, la question de la relation entre le corps et l'esprit a divisé les philosophes. Platon défendait le dualisme. Le corps est matériel et mortel, l'âme est immatérielle et immortelle. Aristote s'y opposait. Le corps et l'âme forment une unité indissociable, l'un donnant vie à l'autre. Ce débat n'est pas résolu. Il a seulement changé de langage au fil des siècles. Le philosophe David Chalmers a reformulé le problème avec une clarté remarquable, une vision pure. Il distingue deux types de problèmes liés à la conscience. Le problème facile, comment le cerveau traite les informations, réagit aux stimuli, génère des comportements. On peut étudier les circuits neuronaux, mesurer les activations cérébrales, construire des modèles. On peut étudier les circuits neuronaux, mesurer les activations cérébrales, construire des modèles computationnels. Et le problème difficile, pourquoi et comment ces processus physiques donnent naissance à l'expérience? Pourquoi y a-t-il quelque chose que ça fait d'être vous? L'émerveillement devant le monde. Pourquoi une certaine mélodie évoque-t-elle une nostalgie pour des souvenirs que vous n'avez jamais vécus? Pourquoi le rouge vous apparaît-il comme rouge plutôt que comme n'importe quelle autre sensation? Comme Chalmers l'écrit dans son article de 1995, il est largement admis que l'expérience subjective découle d'une base physique. Mais nous n'avons aucune explication valable sur les raisons et la manière dont elle en découle. Pourquoi le traitement physique donne-t-il naissance à une vie intérieure? Il semble objectivement déraisonnable qu'il le fasse. Et pourtant, il le fait. L'éveil commence. Certaines théories suggèrent que la physique quantique pourrait enfin expliquer le mystère de la conscience. Son argument central, la conscience implique des processus que les algorithmes classiques ne peuvent calculer. Son argument central, la conscience implique des processus que les algorithmes classiques ne peuvent calculer. Et la mécanique quantique est le seul domaine capable d'accueillir de tels processus. Le biologiste Stuart Hameroff a complété cette hypothèse en proposant un mécanisme physique concret. Selon lui, la conscience émergerait de phénomènes quantiques au sein des microtubules. Ces petits tubes sont présents dans les neurones, mais aussi dans l'ensemble des cellules du corps. Ces microtubules serviraient de substrat pour des processus dont l'effondrement cohérent génère la conscience. Ce mécanisme, appelé réduction objective orchestrée, générerait chaque instant de notre vie intérieure. Cette théorie, connue sous l'acronyme ORC, reste aujourd'hui très controversée. Les critiques rappellent que le cerveau est un environnement chaud et humide, peu propice à la cohérence quantique. La cohérence quantique se dissipe généralement, sauf à des températures extrêmement basses. Et les preuves expérimentales directes pour valider cette théorie restent encore limitées. D'autres approches sont plus minimalistes, comme le physicalisme. Elle propose que la science actuelle suffira. Il propose que la physique et la biologie actuelles suffiront, en principe, à expliquer la conscience. Nous n'y sommes simplement pas encore arrivés. Ce sont les outils conceptuels qui nous manquent. L'agnosticisme scientifique reconnaît avec humilité que nous n'avons pas encore les concepts nécessaires. Nous attendons la rigueur conceptuelle requise pour aborder enfin ce problème fondamental. L'éveil continue. À la fin du 19e siècle, les physiciens pensaient que la physique était essentiellement terminée. Newton, Maxwell, la thermodynamique. Il ne restait que quelques détails à régler. L'un de ces problèmes était le rayonnement du corps noir. Le métal change de couleur en chauffant. Les théories prédisaient une émission infinie, la catastrophe ultraviolette. Mais la réalité était autre. En 1900, Max Planck propose une solution radicale. L'énergie n'est pas continue. Elle vient par paquets discrets, des quanta. C'est la naissance de la mécanique quantique. En 1905, Einstein découvre que la lumière se comporte comme des particules, les photons. Mais la lumière est aussi une onde.
Comment ces deux états peuvent-ils coexister? L'expérience des doubles fentes illustre parfaitement ce paradoxe. Des photons, un par un, on obtient un motif d'interférence, preuve que le photon passe par les deux fentes à la fois. Installez un détecteur et le motif disparaît. Le simple fait d'observer détruit la superposition. Le principe d'incertitude de Heisenberg formalise cette étrangeté. Position ou vitesse. C'est une limite fondamentale, inscrite dans la structure même de la réalité. En superposition, une particule peut exister dans plusieurs états à la fois. L'expérience du chat de Schrödinger illustre ce principe. Un chat dans une boîte close. Tant qu'on n'ouvre pas, le chat est simultanément mort et vivant. Ce n'est pas une métaphore. Puis, il y a l'intrication. Deux particules liées instantanément, quelle que soit la distance. Einstein appelait cela une action fantôme à distance et refusait d'y croire. Mais les expériences ont confirmé que c'est réel. Elles forment un seul système inséparable. Nous comprenons comment cela se produit. Nos équations sont d'une précision inouïe. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi la réalité est-elle ainsi? Le mystère reste entier. La mécanique quantique décrit l'infiniment petit. La relativité générale décrit l'infiniment grand. Ces deux théories sont les piliers de la physique moderne. Et elles sont incompatibles. Dans les conditions extrêmes, au cœur d'un trou noir ou lors du Big Bang, les deux sont nécessaires. Mais ensemble, leurs équations produisent des absurdités mathématiques, des infinités sans sens. La recherche d'une théorie de la gravité quantique est l'un des objectifs les plus profonds. Et au-delà, il y a la théorie du tout. Une description unifiée des quatre forces de la nature. L'électromagnétisme, qui régit la lumière et les charges électriques, la force nucléaire forte, qui lie les quarks en protons et neutrons, la force nucléaire faible, responsable de la radioactivité et des réactions nucléaires, et la gravité, la force d'attraction responsable de la formation des astres. Trois forces sont unifiées dans le modèle standard. Mais la gravité résiste. Elle ne rentre pas dans le cadre. C'est ici que la théorie des cordes propose que les particules sont de minuscules cordes en vibration. Chaque mode de vibration correspond à une particule différente. Une vibration pour un électron, une autre pour un photon. Elle prédit naturellement le gravitant, le quantum de la force gravitationnelle. La première version nécessitait 26 dimensions et prédisait des particules impossibles. Dans les années 80, la supersymétrie a réduit cela à 10 dimensions, unifiant matière et force. Mais 5 versions différentes de la théorie ont émergé, créant un nouveau dilemme. En 1995, Edward Witten propose quelles sont des limites d'une théorie plus profonde, la théorie M. Elle nécessite 11 dimensions, 4 dimensions pour l'espace-temps, plus 7 dimensions supplémentaires. Le concept central est celui des branes, des objets existants dans un espace supérieur. Un point est une zéro-brane, une corde est une brane, une membrane est une 2 branes, et notre univers serait une 3 branes. Cela explique pourquoi la gravité est si faible. Elle se propage à travers toutes les dimensions. Elle se dilue dans l'espace. Indétectable, les dimensions sont compactifiées à l'échelle de Planck, soit 10 puissance moins 35 mètres. La théorie M reste le candidat le plus sérieux pour devenir enfin la théorie du tout. L'éveil se poursuit. L'un des mystères les plus profonds à l'intersection de la relativité générale et de la mécanique quantique est le paradoxe de l'information des trous noirs. D'un côté, la mécanique quantique pose un principe fondamental. L'information ne peut pas être détruite. Toute configuration de matière peut être reconstruite. Toute configuration peut en théorie être reconstruite à partir de ses composants exacts. L'ordre renaît. Mais la relativité décrit les trous noirs comme des objets dont rien ne peut s'échapper. Tout ce qui tombe au-delà de l'horizon des événements semble être perdu à jamais. Mais en 1974, Stephen Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent une lueur. Par un effet quantique à leur horizon, le rayonnement de Hawking, ils émettent lentement de l'énergie thermique et s'évaporent progressivement. Ce rayonnement est purement thermique. Il ne semble pas contenir d'informations sur ce qui est tombé dans le trou noir. Quand le trou noir disparaît, l'information sur tout ce qui y est entré est détruite. Elle s'évanouit. C'est une contradiction directe avec le principe de conservation de l'information. Un choc de piliers. Sa résolution nécessitera presque certainement une théorie de gravité quantique complète.
et pourrait révéler des aspects profonds. Sa résolution nécessitera une théorie de gravité quantique complète. Elle pourrait révéler des aspects profonds de la structure de l'espace-temps que nous ne comprenons pas encore. L'éveil continue. Imaginons que tout dans l'univers se passe exactement comme dans notre réalité, à une exception près. La force nucléaire forte est 50% plus intense. Dans ce cas, la fusion des noyaux d'hydrogène se produirait bien plus rapidement. La quantité d'hydrogène dans l'univers serait dramatiquement réduite. Or, l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers et le combustible principal des étoiles. Sans hydrogène en quantité suffisante, presque aucune étoile ne pourrait se former. Les rares qui se forment ne vivent pas assez longtemps pour produire des supernovae, les explosions qui dispersent dans l'espace les éléments lourds forgés dans les noyaux stellaires, comme le carbone ou l'oxygène, nécessaires à la chimie du vivant. Résultat, un univers quasiment vide, sans possibilité d'émergence de la vie. Et vous pouvez modifier n'importe quelle constante fondamentale de façon similaire. Si la constante gravitationnelle était légèrement différente, les étoiles ne pourraient pas se former ou brûleraient trop vite. Si la constante électromagnétique variait, les molécules complexes comme l'ADN ne pourraient pas exister. Si l'énergie sombre était légèrement plus intense, les galaxies n'auraient jamais pu se former, car l'expansion aurait été trop rapide. Les lois physiques de l'univers semblent parfaitement ajustées pour permettre l'émergence de la vie. Les chances que ces constantes prennent leur valeur précise parmi l'infinité de possibilités semblent extraordinairement faibles. Deux grandes réponses existent à ce constat. Le principe anthropique faible, proposé par Brandon Carter en 1974, répond que cela n'est pas surprenant. Nos méthodes d'observation sont inévitablement biaisées vers la détection de conditions compatibles avec l'existence d'observateurs. Même si les régions hostiles à la vie sont bien plus nombreuses que les régions favorables, nous ne pouvons pas nous retrouver dans une région hostile, car nous n'y existerions pas. Ce n'est pas si étonnant que tout soit si bien réglé, parce que si ça ne l'était pas, personne ne serait là pour se poser la question. Le principe anthropique fort va plus loin. Il postule que l'univers doit être capable de permettre l'apparition de la vie et de la vie intelligente. Que les lois physiques ne sont pas comme elles sont par hasard, mais qu'elles ont été configurées pour permettre l'émergence d'observateurs conscients. Ce qui implique soit une conception intentionnelle par une entité supérieure, soit, et on revient à Bostrom, une simulation conçue avec ses paramètres précis. Il y a aussi l'argument du multivers. Si l'espace total est infiniment grand, si des phases d'inflation cosmique éternelle créent continuellement de nouvelles régions avec des paramètres physiques différents, alors il n'est pas surprenant que nous existions dans une région où les constantes permettent la vie. C'est la seule région où nous pourrions être. Notre existence sélectionne notre région de l'espace depuis l'ensemble des régions possibles. Qu'est-ce que le temps? La réponse intuitive, une succession d'instants du passé vers le futur, est plus problématique que satisfaisante. En physique classique, les équations du mouvement sont réversibles dans le temps. Rien dans les lois fondamentales n'impose une direction au temps. Un film de boule de billard en collision, joué à l'envers, est physiquement valide selon la mécanique newtonienne. La seule loi physique qui donne une direction au temps est la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie tend toujours à augmenter. Une tasse de café chaude se refroidit. L'inverse ne se produit pas spontanément. L'entropie définit la flèche du temps. Mais la relativité restreinte complique encore ce tableau. Si vous voyagez à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoule plus lentement pour vous que pour un observateur au repos. La dilatation temporelle. Les astronautes de la Station spatiale internationale vieillissent légèrement moins vite que nous. C'est la dilatation temporelle. Pour un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière, chaque seconde à bord correspondrait à environ 7 secondes sur Terre. La simultanéité est relative. Deux événements simultanés pour un observateur ne sont pas simultanés pour un autre en mouvement, ce qui suggère que le maintenant n'est pas une réalité objective, mais dépend du référentiel de l'observateur. Certains physiciens ont conclu que l'univers est un bloc d'espace-temps, une structure quadridimensionnelle où passé, présent et futur existent tous simultanément. Le temps ne coule pas. Nous le traversons. Tous les maintenant existent simultanément dans cette structure. Cela impliquerait que l'histoire de l'univers est déterminée depuis le Big Bang. Le futur existe déjà, nous le découvrons simplement. L'univers est composé d'environ 4% de matière ordinaire, 24% de matière noire et 72% d'énergie sombre.
La matière noire n'est détectable que par ses effets gravitationnels. L'énergie sombre cause l'expansion accélérée. Plus l'univers vieillit, plus la proportion d'énergie sombre augmente et plus l'expansion s'accélère. Plusieurs scénarios de fin sont possibles. Si l'énergie sombre augmente de façon exponentielle, c'est le grand déchirement. L'expansion surpasse toutes les forces. Les galaxies se déchirent, les étoiles se dispersent. Les atomes eux-mêmes se désintègrent dans une bulle de vide éternelle. Si l'énergie sombre s'affaiblit, le grand effondrement. La gravité reprend le dessus. L'univers s'effondre en un Big Crunch. Le scénario actuellement le plus probable, si l'énergie sombre reste constante, est la mort thermique. L'expansion continue à un rythme stable. La formation d'étoiles devient de moins en moins fréquente à mesure que le gaz se dilue dans l'espace. Les dernières étoiles s'éteignent. Les naines blanches refroidissent en naines noires. Les trous noirs s'évaporent lentement par rayonnement de Hawking. Un processus qui prend jusqu'à 10 minutes à 2 années pour les plus massifs. Quand le dernier trou noir s'évapore, l'univers atteint un état d'entropie maximale, un espace vide en expansion éternelle à une température infinitésimalement proche du zéro absolu. Plus aucun événement ne se produit, plus aucune structure, plus aucun processus. L'univers atteint un état d'entropie maximale, un espace vide en expansion éternelle à une température infinitésimalement proche du zéro absolu. Plus aucun événement ne se produit, plus aucune structure, plus aucun processus. C'est la fin la plus probable de l'univers. Non pas dans une explosion, mais dans un murmure. Un silence thermique éternel. 13 mystères. Aucune réponse définitive. Sommes-nous réels? Nous ne savons pas. Avons-nous un libre arbitre? Nous ne savons pas. D'où vient la conscience? Nous ne savons pas. Pourquoi la mécanique quantique est-elle aussi étrange? Nous ne savons pas. L'information est-elle détruite dans les trous noirs? Nous ne savons pas. Pourquoi les constantes physiques permettent-elles l'existence de la vie? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que le temps fondamentalement? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est comment poser ces questions avec précision, comment les attaquer avec les outils mathématiques et expérimentaux que nous avons développés, et comment reconnaître les limites de ces outils. Il y a une citation de H.P. Lovecraft qui résume quelque chose d'essentiel. Les sciences dont chacune tend vers une direction particulière ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Peut-être. Ou peut-être que ces perspectives seront simplement plus vastes, plus riches et plus étranges que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. La science a toujours avancé ainsi, en remplaçant des certitudes confortables par des mystères plus profonds et des horizons plus lointains. Et c'est peut-être ça, la chose la plus extraordinaire de toute cette exploration. Un cerveau humain, quelques kilogrammes de matière organisée, né d'une étoile morte il y a des milliards d'années, est capable de se poser ces questions, de modéliser l'univers observable, de déduire l'existence de dimensions supplémentaires, d'imaginer sa propre fin thermique dans 10 puissance 100 années. Quelle que soit la réponse à ces mystères, cette capacité elle-même est remarquable. Stellar Depth, la science expliquée sérieusement. Merci d'avoir exploré avec nous. À bientôt dans l'obscurité.